Bienvenue à ce plateau spécial. Nous recevons le ministre Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Nous sommes ici à Genève, où des grandes réunions ont été successivement patronnées par la Première ministre et ses membres du gouvernement, devant un parterre d'hommes d'affaires, devant un parterre d'hommes puissants ici et en Suisse. Nous voulons donc en faire le point avec le ministre que je salue. Monsieur le ministre, bonjour. Merci de nous recevoir ici pour parler, pour faire un briefing à l'envers. Alors, je ne suis pas seul, je suis avec le patron de l'agence congolaise de presse, bienvenue Bakoumania, que je salue aussi, bienvenue. Bonjour Willy. Monsieur le ministre. Bonjour Excellence. Monsieur le ministre, le Congo de la diplomatie, le Congo de l'offensive se déplace. Nous sommes ici à Genève. Vous avez participé à des réunions marathon avec le monde des affaires ici sur les minerais critiques. Depuis quand ces minerais critiques sont devenus un enjeu majeur au point de déplacer la Première ministre et les ministres si importants? Écoutez, les minerais critiques ont toujours été un enjeu parce que finalement, depuis que ces pays existent, il a toujours été question de minerais. Après les caoutchoucs, ce sont les minerais dont on parle et on continue d'en parler. Mais il y a un constat, c'est que les Congolais ne tirent pas davantage profit de ces minerais. Et vous avez vu que le président de la République, dès son arrivée aux responsabilités, il en a fait une priorité. Non pas seulement dans le sens de s'assurer que ce qui est produit soit réversé aux Congolais, notamment à travers la gratuité, mais que les circuits de cette production et que toutes les bandes des trafiquants et tous ceux qui, par le passé, n'ont pas bien négocié les intérêts de l'État, que cela ne soit plus le cas. Je ne voudrais pas donner l'exemple des discussions qu'on a eues qui ont conduit à la révision du contrat du siècle, du contrat avec la Chine, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des rocades en cours de construction dans la ville-province de Kinshasa. Ce n'est qu'une illustration de ces besoins d'équilibrage, de ces besoins de s'assurer que les mines, ce que ça produit, profitent d'abord aux Congolais. Au-delà de ce qui est fait dans cet ordre, n'oubliez pas que nous avons fait du contrôle de nos ressources minières spécifiquement dans la partie est du pays, une priorité. Je ne voudrais pas vous reparler de Primera, qui est devenu plus tard Gold Trading, Congo Gold Trading, et qui nous a permis très rapidement de mettre la main sur de l'or qui jadis passait par des circuits illicites et qui ont fait que en 2-3 années, on a vu des records en termes de production ou de commercialisation de l'or. Pour vous dire simplement que cette volonté d'appropriation du président de la République concerne d'abord le minerai sur toute l'étendue de la RDC, mais concerne aussi ceux qui, à l'extérieur, qu'on appelle les end users, sont ceux qui profitent de ces minerais. C'est dans cette démarche qu'il faut situer l'action que nous avons engagée, par exemple, contre Apple. Vous savez que Rubaya, c'est 20% des réserves du coltan mondial et qu'aujourd'hui, c'est pas simplement Apple, mais il n'y a pas une compagnie qui produit dans la haute technologie, qui ne recourt pas à des composants ou qui ne forme pas ces composants à partir de ressources qui viennent de la RDC. Et donc, c'est le travail qu'on a commencé et c'est ce travail qui a été malheureusement interrompu du fait justement de la guerre parce que, s'il faut, on y reviendra sûrement un moment, mais le modèle économique du Rwanda est un modèle de recel et qui bénéficie de ces trafics illicites et toute l'action portée par les présidents de la République qui visait à couper tous ces circuits est l'une des raisons, si pas la première, de la guerre qui nous est imposée. Et donc, ça c'est un point, sûrement qu'on y reviendra avec les discussions en cours. Mais à Genève spécifiquement, pourquoi Genève? Alors, durant les discussions, il y a quelqu'un qui a dit que Genève c'est la plus petite des grandes capitales. En parlant évidemment sûrement de Paris, de Londres, en comparant tout ça, mais Genève est une place critique en termes justement de ceux qui financent, de ceux qui commercialisent toutes ces substances. Et nous, lorsque nous voulons parler de traçabilité, ça veut dire que nous voulons être en mesure que ceux qui achètent ou qui bénéficient de ces minerais qui viennent de chez nous sachent de quel trou il est sorti. Parce que le Rwanda, qui commercialise de minerais produits illicitement de la RDC, n'est pas en mesure de démontrer ou de dire
dans quel trou ces minerais sortent, parce que forcément, ils n'en ont pas. Et donc, nous, ici, nous sommes venus dans le cadre d'une discussion avec ces principaux acheteurs pour leur dire, écoutez, nous tenons à la traçabilité. Et parce que ces grosses boîtes, toutes, ont des obligations, notamment éthiques, qui requièrent que dans la chaîne d'approvisionnement, il n'y ait pas de minerais de sang. On ne va pas reparler du diamant du sang avec ce qui se passait au Libéria ou au Sierra Leone il y a des années, mais qu'ils ne soient pas, eux, resellers ou ceux qui achètent des produits qui sont les résultats des massacres, des viols, etc. Et nous avons rencontré plutôt un parterre des personnes qui ont été très disposées, et nous avions pour ça une très très bonne avocate, la première ministre chef du gouvernement, qui elle-même a réussi à expliquer le sens de notre démarche. Et je crois que dans ce travail de changement de narratif que nous portons tous, vous étiez dans la salle, vous avez compris que notre message est entendu, notre message est compris, et donc dès notre retour, nous mettrons en place, nous travaillerons justement sur ces mécanismes qui nous permettra d'avoir une plateforme avec ces acteurs, acheteurs, qui nous permettra à terme d'avoir davantage de traçabilité, davantage de transparence sur les circuits d'approvisionnement de ces grosses boîtes avec des minerais qui viennent de Chine. Monsieur le ministre, vous savez bien que le business est rarement compatible avec la morale et l'éthique, et que les opérateurs économiques sont des homo economicus, donc ils cherchent leur intérêt. Quel est l'atout, quel est l'argument majeur que le gouvernement a amené ici à Genève pour que ces multinationales ne vont pas changer leur façon de s'approprier les richesses du Congo? Parce que vous avez un bon discours. Quel était l'argument? Mais ça a déjà commencé à changer. Vous parlez de morale et d'éthique. N'avez-vous pas entendu Apple dire qu'il s'approvisionnerait plus dans la région? Parce qu'il y avait justement des soupçons qui pouvaient entacher, parce que qu'on ne vous trompe pas. Si justement les diamants du sang a permis de mettre fin à un certain nombre de choses, si aujourd'hui vous êtes journaliste spécialiste sur les questions minières, il y a des processus, des certifications, notamment c'est de la CIRGEL, mais c'est parce que nous tous on veut s'assurer que ce que nous utilisons pour produire nos téléphones ou nos ordinateurs ne doit pas être les résultats des viols ou des massacres, parce qu'il est possible de l'obtenir sans violer massacre. Et c'est pourquoi la première ministre s'est déplacée, dire, écoutez, plutôt que de vous référer à des circuits illicites, à des circuits qui peuvent entacher le côté éthique, même si on est homo economicus tel que vous le dites, mais je crois que davantage, nous sommes à Genève. Genève ne représente plus ce qu'il était à l'époque, comme certains appelleraient paradis fiscal. Même aujourd'hui, il y a des exigences sur la nature et les sources des différents fonds qui veulent être logés ici. C'est pour vous dire qu'il y a un processus de cleaning, mais qui requiert de la transparence, et c'est les messages que nous avons apportés. Ça veut dire, vous voulez les minerais de la RDC, mais venez discuter avec le gouvernement de la RDC. Vous avez suivi les collègues de mine dire que l'allié pour ceux qui veulent investir, c'est les codes miniers, les règlements miniers et toutes les facilités administratives qui sont mises en place. Alors, pourquoi vouloir être des resellers? Pourquoi vouloir entacher la production de vos différents produits en vous approvisionnant sur des circuits qui sont illicites? Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y aura un nouvel arsenal juridique qui sera mis en place, ou bien vous partirez de l'existant pour qu'on puisse le mettre en application? Évidemment, nous partirons de l'existant. La question, ce n'est pas de refaire un arsenal, parce que nous avons plutôt un bon code minier, nous avons plutôt un règlement minier qui montre, au-delà de ce que nous disons là, n'oubliez pas, je crois que Tesla, qui est parmi les premiers producteurs de véhicules électriques, son cobalt vient de la RDC. Je ne voudrais pas parler des véhicules de marque chinoise, qui, pour la plupart aussi, le cobalt vient de la RDC. Il ne faut pas oublier que de ce côté-là, nous sommes déjà nous avons déjà des grosses boîtes qui fonctionnent en fonction de notre administration et de notre règlement pour produire. Ce que nous allons mettre en place plutôt ici, c'est un mécanisme qui nous permette de nous assurer d'abord que nous avons une bonne conversation avec ces personnes qui sont des traders, ces personnes qui rachètent. Nous avons une bonne discussion, nous avons un cadre de collaboration. Ensuite, avec eux, nous allons regarder
sûrement les moments venus au cas par cas, en fonction des besoins de certains, pour voir comment, dans un mécanisme transparent, on peut soit conseiller, soit nous assurer qu'ils s'approvisionnent dans les bons circuits. Alors, nous avons Genève d'un côté, Washington et Doha. Maintenant, le Qatar, c'est toutes des destinations où vont les minéraux du Congo. Alors, vous pouvez nous permettre un peu de comprendre quel lien vous faites entre ce contrat avec les Américains pour les minéraux, en même temps le Qatar où va l'or, tout l'or de l'Est, là, destination par le Rwanda, ça atterrit au Qatar. Alors, nous avons donc un besoin de cohérence dans la politique du gouvernement. Comment vous liez tous ces points pour en faire une ligne que nous pouvons comprendre? Mais écoutez, nous sommes dans la cohérence depuis le début. Parce qu'ici, la quête principale, c'est la réappropriation de nos mines et de nous assurer que ces mines profitent. Et donc, que vous parliez de Qatar, que vous parliez de Genève, de Doha et d'autres villes que vous n'avez peut-être pas citées, il y a toujours eu des trafics, il y a toujours eu des productions qui se font aussi de manière transparente. J'ai parlé tout à l'heure on peut parler des Glencore parce qu'on est en Suisse et tout ça. Et donc, c'est pour vous dire simplement qu'il y a une volonté pour nous d'aller dans l'appropriation de ce qui nous appartient pour nous assurer que nos populations puissent en tirer profit. Mais maintenant, s'il faut parler de chaque capitale, parce que je connais l'essence profonde de votre question, mais Genève, par exemple, les sujets de Genève n'est pas seulement minier. Parce que vous avez vu que hier, nous avions été reçus avec la Première ministre par Volker Türk, les hauts commissaires. Ici, à Genève, siègent les hauts commissariats, les Human Rights Council, on dit le Conseil de droits de l'homme. Nous avons fait un travail extraordinaire. Je suis sûr que dans l'imaginaire collectif, beaucoup ne savaient peut-être pas, en tout cas pas suffisamment, que Genève, c'était aussi la capitale mondiale du droit de l'homme. Et que depuis janvier jusqu'à ce jour, on a obtenu en tout cas de belles victoires ici à Genève. D'abord, cette résolution adoptée à l'unanimité pour que nous puissions avoir d'abord une mission d'établissement de faits. Et il y a quelques mois, quelques semaines, nous avons obtenu pour la première fois depuis 30 ans une commission d'enquête. Aujourd'hui, évidemment, il y a des enjeux des financements, parce qu'il y a la position américaine qui a évolué, mais on n'a jamais obtenu ça. N'oubliez pas que ce qui s'est passé en janvier, en 5 jours, c'est de l'horreur absolue. On parle de 10 000 morts. La Première ministre, elle a dit ici, en début d'année, suivant les statistiques qui nous ont été transmises par le ministère de la Santé, c'est de l'horreur, en 4 jours. On en parle peut-être moins, mais je tiens à le rappeler parce que c'est ça la vraie nature du M23, la brigade avancée de l'armée rwandaise. Tuer, commettre les crimes les plus imprescriptibles. Parce qu'on a commencé par attaquer des camps de déplacés, des hôpitaux, 2500 écoles ont été touchées, une école a été transformée en cimetière. Ça, c'est des choses qui ne devraient jamais être oubliées sur la vraie nature. Encore ce matin, j'ai vu une image qui m'a choqué. On a été réfractaire au Salongo, on a été chicoté, exactement un peu comme les colonisateurs le faisaient à l'époque de ce que nous avions entendu. Au nom de quoi? C'est une gouvernance par crime, à vouloir à tout prix s'imposer par la force dans l'imaginaire de nos populations est illustratif justement de c'est pourquoi ces mouvements doivent cesser d'exister. En tout cas dans sa forme actuelle. C'est ça, non? Parce qu'en fait, vous avez des gens qui n'ont aucune scrupule pour le pouvoir, pour l'argent, parce que c'est aussi ça le motif. Sinon, si la banque, la succursale de la Banque centrale à Goma n'était pas bien protégée, il aurait déjà été vandalisé parce qu'il y a eu des tentatives. Et donc, lorsque vous voyez des choses comme ça, ça nous conforte. Parce que n'oubliez pas qu'on a un front militaire, un front diplomatique, un front économique, un front judiciaire et un front médiatique. Et sur le front judiciaire, qu'on ne vous trompe pas, nous discutons paix, nous discutons retour à la vie normale, mais nous n'oublierons pas du tout la composante judiciaire. Et dans cet ordre aussi, vous avez suivi hier
que toutes les objections soulevées par le Rwanda à la cour d'Arusha ont été rejetées. Le Rwanda sera jugé pour les faits et les crimes commis en RDC. Et il en sera les cas aussi pour ces supplétifs. Et donc, Genève, au-delà de cet aspect minier, nous avions aussi cet aspect de droits de l'homme. Et ce dialogue est un dialogue crucial pour nous, parce que vous savez que l'une des raisons, de prétexte, je veux dire, il y en avait 3. Discours de haine, question de réfugiés, question des FDLR. C'est les 3 prétextes apparents pour maquiller une guerre économique. Je vous ai expliqué plus ou moins les raisons ici. Sur la question de réfugiés, avec Philippe Ogandi, il est ici à Genève, aujourd'hui, le Rwanda ne peut plus venir pérorer sur le sujet. Parce que nos équipes ont travaillé, les tableaux ont été faits, mais vous n'allez jamais demander aux réfugiés de revenir là où ça tire. Encore que le retour est conditionné justement par un travail systématique de profilage qui se fera au cas par cas. Sur la question du discours de haine, je suis porte-parole du gouvernement, vous êtes des responsables des médias, pouvez-vous me dire quels sont les responsables du gouvernement qui a déjà tenu de propos discriminatoires? Et même dans la pire des hypothèses, est-ce que cela doit justifier les massacres d'autres communautés, comme on l'a vu en juillet dernier contre les Hutus dans le Rutshuru, plus de 300. Ça veut dire que nous, de notre part, nous avons pris conscience et nous savons que les questions qui concernent la RDC au regard de la sensibilité, de l'immensité des enjeux du pays, ces règles aussi dans les capitales occidentales. Ça, c'est l'exemple de Genève. Doha, on le sait. Et d'ailleurs, vous avez vu que l'émir du Qatar est passé à Kinshasa. Vous avez vu? Aussi à Kigali. Oui, parce que le Rwanda, dans sa communication, aime bien s'approprier le Qatar. Le Qatar est un pays qui aujourd'hui joue un rôle central, non pas seulement dans la résolution de crise, mais aussi en termes d'investissement. Je ne voudrais pas vous parler de ce qu'ils font en Europe et de ce qu'ils font dans d'autres parties du monde. Et qu'on ne vous trompe pas, le Rwanda n'aura jamais grand-chose à offrir au Qatar que le Congo ne puisse pas offrir. Et donc, si l'émir est venu en RDC, c'est marquer justement la nature des discussions et de la relation, qui pour nous est bien au-delà des simples faits que le Qatar accueille des discussions avec les supplétifs du Rwanda, mais parce que nous voulons aussi de ce côté-là construire une relation, nous voulons montrer que nous avons des opportunités à offrir et que s'ils ont de moyens, ils sont les bienvenus. On parle d'une enveloppe d'à peu près 21 milliards. Il y a eu des accords, des protocoles d'accords qui ont été signés dans plusieurs domaines, mais je pense que c'est les débuts ou la consolidation d'une relation RDC-Qatar qui n'est pas à comparer, parce que les échelles ne seront jamais les mêmes entre la relation qu'ils entretiennent avec les Rwandais et les relations qu'ils entretiennent avec nous. Je crois que le point essentiel à retenir de cette visite, c'est justement cette volonté de consolidation. Évidemment qu'il y a un processus, parce que si notre or, il est établi que l'or acheté illicitement ou produit des recettes de la RDC est vendu par les Qatar, mais ça fait l'objet des discussions. Parce que à terme, n'oubliez pas que à Washington, on a signé l'accord, mais aussi l'accord qui crée le cadre d'intégration économique régionale. Parce qu'on ne va pas se tromper, ce n'est pas parce que nous avons le régime actuel au Rwanda qu'on va penser que nos populations vont être condamnées à vivre dans cet état de relation ou être prisonniers des appétits du président rwandais. Et donc, aujourd'hui, et c'est clairement noté à Washington, que lorsqu'il y aura une exécution satisfaisante du CONOPS, c'est-à-dire la composante militaire de l'accord, on pourra migrer vers des discussions économiques. Et lorsqu'on aura ces discussions économiques, elles nous permettront non pas seulement les discussions économiques qu'on a déjà eues, parce que les cadres ont été balisés, mais lorsqu'il faudra les concrétiser, elles nous permettront
de récupérer la pleine souveraineté sur nos minerais et de nous assurer maintenant, en fonction des possibilités qu'offrent les autres pays de la région, voir comment est-ce qu'on peut commercer pour nous assurer que le potentiel que nous avons profite à la partie orientale de l'Afrique, comme ça profite déjà à la partie australe de l'Afrique et à la partie centrale. Monsieur le ministre, une opinion estime que l'émir du Qatar est passé plutôt pour pousser les autorités congolaises à conclure des accords avec le M23, et le M23 aujourd'hui considère que c'est le noyau de notre prochaine armée de la République démocratique du Congo, et que le M23 aujourd'hui peut fédérer au point de devenir une force qui pourrait... Bon, écoutez, il y a trop d'agitation, il y a trop d'agitation, il y a trop de verbiage. Parce que nous tous, nous savons. La vérité, elle est une. C'est qu'il n'y a aucun document, en commençant par notre Constitution, aucune charte de l'Union africaine ou des Nations unies qui reconnaît la légalité ou l'existence du mouvement du type supplétif ou brigade avancée. Alors, il ne faut pas qu'on se trompe. Et il ne faut pas penser parce que... Mais ils sont à la table des négociations. Non, la question, Willy... Ils sont là, vous discutez avec eux. Ce n'est pas parce qu'on discute avec eux qu'ils cessent d'être un mouvement qui ne devrait pas exister. Qui cesse d'être un mouvement. Je crois que c'est leur vraie nature et qu'on ne vous trompe pas. Les discussions que nous faisons doivent conclure à quoi? Dites-moi. Dites-moi. Les discussions vont conclure, on va dire... C'est les feux, on va dire, écoutez, on va dire, on prend l'armée de ces supplétifs, on dit, venez, vous devenez une partie de l'armée nationale. Vous pensez que les discussions, c'est ça? Voilà, il faut pas tromper, il faut pas tromper les peuples des dieux. Parce que nous sommes un gouvernement. On ne va jamais se mettre dans un jeu de ping-pong avec ceux qui sont appelés à disparaître. Dans la forme actuelle. Qu'on ne vous trompe pas. Il faut pas... Willy, j'en arrive. Oui. Il ne faut pas vous faire des illusions sur la finalité des discussions en cours. Ils vont sûrement trouver autre chose, mais sur la forme actuelle, ils n'existeront plus. C'est ça la vraie vérité, qu'ils ne veulent pas admettre. Et donc, toute cette agitation, toutes ces campagnes, tous ces mensonges, et toutes ces explications qui reflètent en rien l'esprit des discussions, c'est dans une seule volonté, justifier leur existence et penser à entretenir une certaine clientèle. La solution de toute façon, je reviens. Oui. Parce que n'oubliez pas que l'accord de Washington, qui est l'accord mère avec le père, le Rwanda, fixe le cadre. On dit, au chapitre de l'intégration, spécifiquement, on parle de l'intégration au cas par cas. Alors, dans la gymnastique du rôle entre père et fils, le père renie le lien avec le fils. Le fils renie le lien avec le père. Mais nous tous, nous savons, les négociateurs savent, les facilitateurs savent, que les fils n'auraient jamais existé sans le père. Et que c'est par la volonté du père que les fils existent. Alors, le fils dont on parle, il a aussi des frères, mais c'est une autre histoire. S'il faut parler des Red Tabara, des Turanéo, ces trois enfants d'un même père, alors des enfants qui sont doués dans la criminalité. Ça, c'est une autre histoire, on ne va pas y revenir. Mais aujourd'hui, Willy, dans tout ce qui sera conclu, il ne faut pas rêver. Le processus, il est bien sûr, complexe, mais on s'est mis d'accord sur 8 points. Il ne faut pas anticiper, mais il y a de principes. Parce que lorsque vous regardez les dispositifs de l'accord cadre de droit, on fait référence à Washington, on fait référence à la Constitution. Alors, ce n'est pas aisé de penser qu'on peut dérouter le peuple de Dieu encore une fois, lorsque l'on sait soi-même les soubassements des discussions que nous avons. Et nous, comme gouvernement, n'oubliez pas que la première urgence pour nous, elle est humanitaire.
Parce que nous avons en face de nous des gens qui donnent la mort. Parce que on a dit non. On va se souvenir de ce jeune artiste. De gens qui chicotent, tel que vous l'avez vu, parce que simplement, on a refusé de se joindre à une initiative. Mais comment pensez-vous alors que des gens qui ont une telle vision peuvent même penser qu'ils peuvent continuer? Monsieur le ministre, est-ce que Doha, finalement, sur le 8 points, on est tombé d'accord sur 2, il reste encore 6, les choses s'enlisent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on va droit vers une sorte de relâchement de la part du médiateur? Je ne voudrais pas parler d'enlisement. Parce que, bienvenue Bakoumani, encore une fois, il faut savoir que la volonté du président de la République, c'est de s'assurer que cette guerre, c'est la dernière. C'est une guerre que nous vivons de manière recyclée depuis 30 ans. Il faut permettre aux enfants de trentenaires d'aujourd'hui de vivre différemment. Je sais de quoi je parle, parce que j'en compte dans ma propre équipe. Donc, ces enfants-là ne doivent pas grandir dans la guerre. Il n'y a pas d'enlisement lorsque, pour utiliser la formule que vous entendez souvent, les causes profondes. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, en parlant de Genève, discours de haine, prétexte vidé, réfugiés, prétexte vidé, la question des FDLR, on va la vider. Il y avait encore, il y a 2 jours ou 3 jours, une réunion à Washington où on a reparlé de ça. Parce qu'aujourd'hui, la question des FDLR ne peut véritablement être finie que lorsque la restauration de l'autorité de l'État sera faite. Parce que les gros de ces dispositifs sont sous les parties du territoire occupées par les autres. Et donc, ça veut dire qu'ici, nous sommes cohérents dans notre démarche. Et parce qu'on a réglé les problèmes du père, en regardant les préoccupations soulevées par les fils, on les a serrés. Vous dites, il y a la question de la nationalité, ok. La question, ok, humanitaire. Mais mettons toutes les questions. On connaît plus ou moins les grandes lignes. Et sur celle-là, il faut attendre. Maintenant, ça va faire sûrement dans une semaine. Ils pourront relancer des discussions pour voir comment, pour chaque point des 6 qui restent, on définit le cadre. Parce que le plus difficile, bienvenue, ne sera pas signer ou mettre fin à toutes les discussions. Le plus difficile sera l'implémentation. Dans un contexte où nous savons que c'est une guerre qui vise à mettre la main sur nos minerais. Si vous regardez aujourd'hui, il y a des images satellitaires qui vous donnent une indication du degré d'exploitation d'Orubaya. Et si vous regardez le plan des déploiements de l'armée rwandaise dans cette guerre, vous allez voir que c'est les filons miniers qui ont toujours été suivis. Monsieur le ministre, le président Félix Tshisekedi était à Paris il y a quelques semaines. Et de cette réunion, il avait été, en tout cas, convenu qu'il y ait l'ouverture de l'aéroport de Goma pour l'aide humanitaire. Alors, un peu surpris de constater que de 2 côtés, on a résisté à l'application de cette ouverture. Quelles sont les raisons? Mais qui a résisté à quoi? À l'ouverture de ce rapport de Goma. Non, écoutez, il y a des préalables encore une fois. L'ouverture de l'aéroport de Goma est une obligation. Oui. Le président de la République, en tout cas, au dernier Conseil de ministres, est revenu sur l'impératif de l'ouverture de l'aéroport de Goma. Contrairement à ce que les occupants racontent, la situation à Goma est catastrophique. La belle ville de Goma n'est plus ce qu'elle était. Parce que c'est de l'horreur. C'est des crimes quotidiens, vous l'avez vu. Et il n'y a rien de plus grave que ceux qui jadis disaient dans un langage discriminatoire qui ressemble bien au discours de haine. Nous brimions les Swahiliphones. C'est ce qui était dit. Vous brimez les Swahiliphones, vous fermez l'aéroport, vous fermez les banques. C'est ce qui a été dit. En oubliant qu'ici les banques ne peuvent pas rouvrir, c'est parce que justement il y a des intentions de pillage connues. Si les banques ne peuvent pas ouvrir, mais c'est parce que les banques ne peuvent pas se mettre sous la coupe de ceux qui sont sous sanctions américaines. Et
il est évident que le M23 et son allié de l'AFC sont sanctionnés et ils ne peuvent pas utiliser les dollars. Et vous savez mieux que moi que lorsque une banque triche avec l'OFAC... Cette séance de travail a permis aux diplomates burundais de présenter ses civilités au ministre de l'État. Ceux qui s'est présenté comme les premiers défenseurs, entre guillemets encore, de Swahiliphones, comment ils peuvent penser s'opposer? Mais à Paris, il y avait des humanitaires. À Paris, ils n'avaient pas accepté. Ils n'étaient pas à Paris. Humanitaires. Non, ils étaient représentés par le père. Humanitaires. On commence à s'en prendre aux humanitaires. On fait du gerbiage. Mais alors que le monde entier est au courant qu'il y a un problème humanitaire là-bas, que eux seuls qui prétendent défendre le Swahiliphone ne vaillent pas. Lorsqu'on les tue, ils n'en parlent pas. Lorsqu'ils les chicotent, ils n'en parlent pas. Mais lorsqu'ils savent que les banques ne peuvent pas rouvrir pour des raisons objectives, ils disent Kinshasa brûle les Swahiliphones. Avec des discussions, des allusions, je n'ai pas envie de les répéter ici, des allusions qui stigmatisent les Baluba. Mais c'est quoi dont on parle? Et donc, vous voyez que c'est vraiment un jeu très dangereux. Non seulement qu'on fait les jeux de l'agresseur, en lui permettant d'occuper une partie de notre territoire, en pensant pouvoir exporter ses habitudes de torture en pleine journée, en pleine ville, en pensant amener ses habitudes des fermetures, parce que qu'on ne vous trompe pas, les journalistes à Goma ne sont pas libres. Les médias connaissent des perturbations techniques créées parce qu'il y a une volonté délibérée de garder les uns les autres dans la confusion. Et donc, vous voyez que il y a aujourd'hui un besoin pour tous les Congolais de refaire le bloc ou de maintenir le bloc autour du président de la République. Parce que Willy, je ne cesse de le dire, que cette guerre n'est pas une guerre qui est faite au président. Cette guerre qui est une guerre faite à tous les Congolais. Parce que les ressources que nous engageons dans cette guerre, on aurait pu les engager dans d'autres secteurs. Mais bien au-delà, vous êtes journaliste économiste, vous avez vu le budget qu'on a présenté, 59 000 milliards, plus de 20 milliards de dollars de budget, dans un contexte de guerre, où ce qui vient, par exemple, du Nord Kivu, du Sud Kivu, des principales villes, échappe au trésor, mais vous avez vu l'effort que nous avons consenti. Et donc, dès que cette guerre sera finie, nous allons, avec le président de la République, donner le ton qu'il faut au développement de ce pays. Oui, monsieur le ministre, vous ne voulez pas reconnaître qu'il y aurait un lisement, mais on a l'impression que la signature d'un accord avec le Rwanda à Washington dépend des doigts. Est-ce que non, pas la signature, parce que l'accord à Washington a déjà été signé. Mais l'implémentation, je disais que c'est un processus qui concerne le père et les fils. Les deux processus sont... Le père, c'est le Rwanda et les fils, ce sont les... C'est bien clair. Le M23 et les rébellions. Oui. Et donc, la complémentarité des deux processus est reconnue de tous. À Washington, on a bien avancé. N'oubliez pas que l'accord de Washington avait deux objectifs. La paix, la sécurité et l'économie. Nous avons déjà discuté de la paix qui dépend aujourd'hui du travail qui est en cours. En termes, on avait parlé de CONOPS, il y a un ordre opérationnel qui permet l'exécution de ce CONOPS-là. Il y a encore eu une discussion du mécanisme de coordination de la sécurité qui a été créé par l'accord, qui réunit nos militaires, les Rwandais, les Américains et tous ceux qui sont dans la médiation pour faire le point. Aujourd'hui, on va passer dans la phase 2, où on va voir, d'une part, le retrait des mesures de défense, c'est le terme diplomatique pour maquiller la présence de troupes rwandaises et de tout leur matériel, mais aussi la phase qui pourra, de la manière dont les traitements de la question des FDLR peut se faire d'une autre manière. Donc, vous voyez que nous avançons. Et donc, en lisant, sûrement, ceux qui les disent peuvent avoir des raisons.
parce que ça prend du temps. Mais je vous ai dit tout à l'heure, la complexité de la crise, la durée que ça prend. N'oubliez pas qu'au 15 décembre, on était sur le point d'en finir. N'oubliez pas, à Luanda. Nous savons qui n'est pas venu. Et nous savons qui a fait quoi après Luanda. Je vous ai parlé en début d'interview du nombre de morts qu'il y a eu en 3-4 jours dans l'invasion des Goma. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas. C'est des choses qui doivent être rappelées. Parce que, au-delà des discussions que nous avons actuellement, les responsables de ces crimes doivent savoir qu'à un moment ou à un autre, la justice les atteindra. Pour tous les crimes imprescriptibles qui ont été commis, parce que c'est de l'horreur qui ne doit plus jamais se répéter. Et donc, pour le reste, nous avons avancé. Nous n'avions pas signé, il y a quelques semaines, souvenez-vous, le cadre d'intégration économique régionale. On l'a signé avec une clause qu'on a rajoutée à notre demande. Parce que nous pensons qu'on ne peut pas faire l'économie, les développements, dans un contexte, il y a encore des gens qui sont tués, où il y a des gens qui sont massacrés. Il faut passer par la case stabilité, et puis nous pourrons aller par la case suivante qui s'appelle économie. Il y a dans l'opinion publique congolaise une grande partie qui s'exprime en disant que, en réalité, cette guerre se terminera par le front militaire et que tout ce que le président fait avec son gouvernement, c'est en réalité, c'est sans suite. Que peut-on dire à ces Congolais qui estiment que avec les Rwandais, on ne peut s'entendre que sur le terrain militaire? Mais ces Congolais-là, Willy Kalengai, je ne vais pas vous dire qu'ils ont tort. Parce que nous parlions de ce qui s'est fait depuis 30 ans. Et que cette permanence et que cette récurrence, une fois pour toutes, doit se terminer. N'oubliez pas. Et donc, cette opinion congolaise, nous l'entendons, nous la comprenons. Nous, comme République démocratique du Congo, nous n'évoluons pas dans un contexte isolé. Je vous parlais de front militaire, de front diplomatique, de front économique, de front judiciaire et de front médiatique. Et aujourd'hui, il est établi. Parce que, quand j'ai dit que nous n'étions pas isolés, nous appartenons à des ensembles régionaux. L'Afrique, CIRGL, SADC, et n'oubliez pas que le monde entier, qui s'est particulièrement mobilisé sur la question de la RDC, a adopté la résolution 2773. N'oubliez pas que beaucoup de pays occidentaux ont pris des sanctions contre le Rwanda. Et dans la résolution 2773, qui trace la voie au retour de la paix, on nous recommande justement. Donc le monde nous empêche de faire la guerre. C'est le monde qui nous empêche de faire la guerre. Attention, le monde nous freine. Attention, attention. J'ai dit, je comprends cette opinion de Congolais. Pour nos gouvernements, il est évident qu'aujourd'hui, nous sommes engagés dans le processus, dans le front diplomatique, suivant la résolution 2773. Mais qu'on ne se trompe pas, parce que nous savons à qui on a affaire. Nous savons que, même si nous discutons, nous, sur le front diplomatique, il y a ceux qui n'y respectent rien depuis 30 ans, dans les modus operandi, qui veulent continuer leur œuvre de tuerie, etc. Et notre armée, dans la mission qui est la sienne, s'assure de faire sa part pour que cela ne prospère pas. Elle est prête, elle est déjà montée en puissance, elle peut rassurer. C'est pourquoi le gouvernement a prévu 30% du budget pour l'effort de défense. Ouais, 30% des recettes du budget national, c'est-à-dire de tout l'argent que nous avons mobilisé, va être consacré au service de sécurité. La question, c'est qu'il faut regarder le Congo dans sa globalité. Nous avons 2 345 000 km², 410 km², 9 pays voisins, 10 577 km de frontières à sécuriser. Et donc, l'armée, les services, c'est la priorité numéro 1. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes engagés sur le front diplomatique qu'au front militaire, on dort, ou qu'au front judiciaire, on dort, au front économique, au front médiatique, on dort pas. C'est l'essence même de cette interview, ici à Genève. Ici à Genève, nous avions à la fois l'économique, principalement, le front économique, nous avions les judiciaires, on en a parlé, notamment avec la commission d'enquête, et nous avons le médiatique. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe.
Vous avez vu la stratégie des autres. Le mensonge permanent. La désinformation permanente. Vous êtes à Doha, vous signez l'accord cadre et très rapidement on vous balance une vidéo qui a été préenregistrée. On veut vous dire, un peu comme avant Doha égale après Doha. Mais parce qu'on veut maintenir cette clientèle dans la confusion. Mais regardez la réaction, même du père et de toutes les parties engagées. Parce que nous, on a franchi une étape. Au moins, aujourd'hui, on va dire, les problématiques sont connues. On en a déjà réglé 2. Il reste la mise en œuvre. On va voir comment on règle les autres 6 pour aller atteindre l'objectif souhaité. L'objectif souhaité, c'est de recouvrer toute l'intégrité territoriale. L'objectif souhaité, c'est de mettre fin à la gouvernance par crime. C'est connu et partagé de tous. C'est les mêmes entendements. On pourra faire des concessions, évidemment qu'on le fera dans un contexte de discussion, mais on ne fera jamais de concessions sur l'intégrité du territoire. Vous avez suivi quelques voix de l'opposition congolaise qui doutent pratiquement du processus de Washington, qui disent que nous aurons été floués, parce que le Congo est parti à Washington sans garantie. Washington s'est approprié un processus de manière cosmétique, de manière communicationnelle, mais la réalité c'est que Washington ne fait pas pression sur le belligérant principal pour se retirer. Alors, Willy, c'est ça, non, mais la première chose, alors d'abord de 1, je voudrais rappeler aux uns et aux autres qu'il ne devrait pas y avoir d'opposition dans la quête dans laquelle nous sommes. C'est laquelle? La protection de l'intégrité territoriale. La fin des tueries contre les Congolais. Dites-moi quel est le leader de l'opposition qui peut publiquement s'assumer s'il n'est pas complice des agresseurs pour dire qu'il est content de voir qu'il ne peut pas voyager à Goma. Aujourd'hui, dites-moi. Posez-leur la question. Mais il peut se interroger sur les modalités. J'en arrive. L'accord de Washington dont on parle, mais il faut le lire, non? Est-ce que tout le monde l'a lu? Parce que le problème, c'est aussi celui-là. Est-ce que tout le monde l'a lu? Lorsque vous regardez cette idée du cadre d'intégration économique régionale, si vous voulez vous faire une véritable idée des enjeux derrière, regardez les différentes réactions du président rwandais. Est-ce qu'il est content? Non. Pourquoi il n'est pas content? Moi, j'ai eu le privilège de lire le projet du cadre d'intégration économique régionale. Lisez l'énoncé de principe du 30 août. En fait, ce que nous voulons amener dans la partie, dans les grands lacs, pour tout l'écosystème économique, c'est la transparence. C'est mettre fin au trafic illicite. Dites-moi, tout ce qui est illicite aujourd'hui profite à qui? Le manque de transparence profite à qui? Et vous allez nous dire qu'à Washington, on a perdu. On regarde sur le terrain, ça bouge pas. Les temps passent. Je parle, bon, maintenant, je comprends aussi cette opinion qui estime que les Américains ont des leviers qui peuvent être plus contraignants sur le Rwanda. Mais n'oubliez pas que les Américains ont une stratégie. Si vous regardez bien, nous sommes dans une forme de stratégie de bâton et de la carotte. N'oubliez pas que le numéro 2 de fait du régime rwandais sous sanctions américaines. N'oubliez pas. Ces sanctions n'ont pas été levées. Ça veut dire que parce que nous voulons aller à la paix, parce que dire la paix veut dire concession, on discute. Et parce que eux, ils sont les médiateurs, ils regardent les attitudes des uns et des autres. Ils regardent comment chacune des parties assume sa part de responsabilité. Et donc, les moments venus, par rapport à l'objectif de la paix qui est déjà annoncé par les présidents américains. On n'a jamais vu, Willy, en parlant de Washington, on n'a jamais vu un tel niveau d'implication. On peut dire tout ce qu'on veut, mais on n'a jamais vu un tel niveau d'implication. Le président Trump lui-même a reçu
non pas ses homologues, mais les ministres des Affaires étrangères. C'est historique. Et donc, dans les jours qui viennent, il pourra recevoir le président Tshisekedi et le président Kagame dans les mêmes ordres. Donc, je crois qu'il y a évidemment cette forme de volonté d'aller vite au retour de la paix, mais au regard de la complexité de la situation, ça prend sûrement du temps pour nous-mêmes aussi, hein, parce qu'il y a besoin d'intervenir, notamment au plan humanitaire, mais je pense qu'il faut avoir foi dans les processus. Monsieur le ministre, nous allons terminer cette interview, mais je voudrais vous poser une question de foi, une question de conviction, au regard de tout ce que vous savez sur ce processus, tout ce que vous avez dit ici, et forcément ce que vous ne nous avez pas dit. Je suppose qu'il y a des choses que peut-être nous ne pouvons pas savoir. Quel est le chemin critique qui nous amène à la paix, selon vous? Est-ce qu'on peut s'hasarder de mettre un point sur un calendrier? Peut-on mettre une date? Avons-nous le droit de mettre une date au regard de tous les éléments que vous avez? D'abord, il ne faut pas laisser croire aux compatriotes qui nous suivent qu'il y a des choses que nous faisons que nous ne leur disons pas. Nous, je pense que vous êtes des témoins, on a fait de la redevabilité et de la transparence un exercice permanent. Et ce que nous faisons, nous les faisons pour les... Peut-être que nous ne pouvons pas communiquer sur certains aspects parce que c'est des choses qui n'ont pas encore pleinement abouti, ou c'est des choses qui peuvent relever, par exemple, des ordres opérationnels militaires, et que communiquer sur des éléments comme ça peut perturber ce qui doit arriver sur le terrain dans l'objectif d'atteindre la paix, mais nous n'avons rien à cacher. Dans ce qui se passe, nous n'avons rien à cacher. On ne ferait pas des médias un front, on ne ferait pas de la transparence un fond, parce que c'est la seule manière, ou la meilleure manière de combattre la désinformation et les poisons rwandais en face de nous. C'est évident. Alors, maintenant, Willy Kalengai, je me souviens que cette question a été posée à ma collègue, Lamina Fett, après la signature de l'accord. Si ça ne devrait dépendre que de nous, la paix aurait déjà été faite. Mais n'oublions pas que la paix, nous devons la faire avec les autres, le père et les fils, et dont on connaît l'agenda, dont on connaît les méthodes. C'est pas pour rien qu'on veut faire l'économie. On veut racoler l'économie immédiatement à la paix, parce que c'est l'une des raisons de la guerre. Et l'économie que nous voulons construire, c'est une économie qui doit se faire dans un cadre où il n'existera plus de groupes comme les 23. Parce que c'est un groupe comme tous les groupes armés qui est appelé à disparaître. On ne peut pas continuer à penser qu'on peut reconstruire cette partie de notre pays en ayant de groupes de ce type. C'est un impératif. Évidemment, il y a des aspects ou des conséquences qui seront tirées de toutes les discussions en cours, de comment il y aura évidemment forcément de mesures transitoires, de comment on va s'assurer de renforcer les services et tout le reste. Mais Willy Kalengai, la paix, je considère que nous sommes sur la bonne voie. Lorsque je regarde la volonté du président Trump, plusieurs fois exprimée à travers son envoyé spécial, le Dr Boulos, lorsque vous avez vu l'émir du Qatar arriver lui-même à Kinshasa, ne vous y trompez pas, l'impératif principal pour lequel le président avait même promis, s'est même engagé sa vie d'ailleurs, c'est le retour de la paix, ne l'oubliez pas. Et je pense que tous ces acteurs, le président Faure Gnassingbé, dans la suite du président Lorenzo, tous ces acteurs sont pleinement impliqués. Et lorsque je regarde ces niveaux d'implication, je pense que la paix arrivera au bout de ce processus. Merci.